Merci à tous de vous connecter. Bienvenue pour cette super session en live testing où on va être cette semaine dans les Graves, au château Casbonne, avec Jean-Baptiste Duquesne, le propriétaire. Hello Jean-Baptiste. Hello. Voilà. Et on a la chance en plus d'être en compagnie aussi de son illustre œnologue conseil spécialisé en biodynamie. J'ai nommé Nicolas Jamin. Hello Nicolas. Bonsoir à tous. Voilà. Qui conseille quelques petites propriétés dans le nord du Médoc avec des petits moutons sur l'étiquette, si certains peuvent reconnaître. Et du coup, il est. Tu te trompes, c'est pas les bons. Les bons. Ok. Bon, les voisins. Ok. En tout cas, voilà, c'est super de vous avoir. C'est super de vous avoir tous les deux. Merci à tous de vous connecter. Certains d'entre vous ont les bouteilles. On est désolé, il y a eu apparemment quelques petits problèmes avec UPS qui n'ont pas livré tout le monde comme prévu. J'espère que certains d'entre vous... Ah, on voit que Pierre a quand même son petit coffret qui est arrivé. Bravo, merci. On est content. Albéric, tu as aussi les vins, je crois? On ne te voit pas là, ouais, non. Pardon, excusez-moi, je remets mon micro. Tu as reçu les vinottes? Oui, j'ai les vins, mais je ne peux pas les récupérer là, ils sont au fond du caveau. Mais ce n'est pas grave, je vais les déguster par procuration et imagination et je m'en ferai une petite déguste après, tranquille. Ok. Bon, en tout cas, il n'y a pas que les vins, donc on va beaucoup échanger sur la propriété, les méthodes de travail et le projet qui est vraiment original parce que là, on est sur la réintroduction du patrimoine historique des cépages anciens de Bordeaux qui ont été oubliés et parce que à l'époque ils n'arrivaient pas à mûrir forcément et que là maintenant avec le réchauffement climatique finalement c'est très très à propos. Je vois que Pierre a des cartouches d'un bon calibre. Ah ben voilà, Albéric a récupéré ses petites cartouches. Tout le monde est prêt. Ah, Laurent Cassis, tu t'étais pas inscrit, toi tu es venu en pirate de Bordeaux. C'est un vrai pirate, lui. On trouve toujours un moyen de rentrer quand on est pirate. Voilà. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. Merci de vous connecter. Je vais laisser peut-être Jean-Baptiste, peut-être en introduction, présenter un petit peu le domaine et l'emplacement où ça se trouve et la philosophie de travail. On peut commencer par ça peut-être, Jean-Baptiste? Je te laisse la parole. C'est par ça. Alors, moi, j'ai un parcours. J'ai commencé dans le négoce de vin il y a 20 ans, où j'ai très vite importé des vins un peu du Nouveau Monde. J'étais un peu pirate dans les années 90, donc j'ai importé des vins chiliens, argentins à Bordeaux. J'ai commencé comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, comme c'était au milieu des années 90, en fait, j'ai commencé à travailler dans le digital et je me suis pris d'intérêt pour l'Internet. Et je me suis un peu spécialisé sur l'Internet, ce qui fait que à partir des années 2000, j'ai d'abord lancé un site de vente de vin en ligne à la fin des années 90 qui s'appelait 75centilitres.com. C'était un peu trop tôt. Et du coup, comme ça n'a pas marché, 75centilitres.com, j'ai lancé 750grammes.com, un site de recettes de cuisine que vous utilisez peut-être. Et ce site a cartonné. Je l'ai revendu en 2016 à un grand groupe média et je me suis dit, je vais faire ce dont je rêve, c'est-à-dire je vais produire du vin, je vais revenir à Bordeaux, mais je ne veux pas être négociant parce que le métier de négociant, c'est un peu un métier de passe-plat. Et ce que je trouve passionnant, c'est de produire le vin, d'avoir une intention, d'imaginer quelque chose et puis avec son équipe, travailler toute l'année pour au final réussir à vendanger, puis au bout d'un élevage, à sortir une bouteille qui ressemble un peu à ce qu'on a imaginé. Et donc, dans ce contexte, j'ai beaucoup réfléchi. À Bordeaux, il y a 6000 propriétaires, donc c'est un peu compliqué d'exister et de vendre son vin si on n'a pas une marque établie centenaire, donc si on n'est pas un cru classé ou une propriété connue, c'est compliqué de vendre son vin à Bordeaux. Laurent, qui est parmi nous, Laurent peuvent en témoigner. Et du coup, j'ai travaillé à qu'est-ce qui allait faire que Casbonne allait être une marque différente, originale, allait intéresser des gens. Alors d'abord, c'est produire du vin comme à Bordeaux, mais un peu différemment.
Donc, globalement, ce qu'on cherche avec Nicolas vous l'expliquera, c'est de faire des vins blancs qui sont à l'opposé du stéréotype de Bordeaux. C'est-à-dire Bordeaux a beaucoup travaillé sur les aromatiques, l'étiole et faire des vins blancs acidulés. Et le consommateur s'en est vite lassé. C'est-à-dire le Bordeaux blanc, globalement, il est pas… Les gens, ils n'ont pas envie de boire un Bordeaux blanc. Quand ils veulent un bon vin, ils pensent plutôt à la Bourgogne que Bordeaux. Je crois qu'on est aussi responsable par rapport au choix qu'on a fait en vinification. Et Bordeaux, sa voie de succès sur les rouges, c'est dire, c'est la bête à concours, c'est chercher l'extraction, chercher la puissance, c'est chercher une bonne note chez le critique. Et si j'ai une bonne note, ben, je peux vendre mon vin plus cher. Et du coup, mais on a oublié que la finalité, c'était pas de vendre son vin plus cher. La finalité, c'est que les gens boivent le vin. Et du coup, ben moi, je veux des rouges qui ont du fruit, qui ont de la fraîcheur, qui ont de l'équilibre. Et la plus belle des récompenses, c'est quand un ami me rappelle 2 mois après en disant t'es 2019, mais j'ai tout bu, quoi. Donc voilà en gros la philosophie du travail. Et si on pousse plus loin par rapport à Bordeaux, Bordeaux travaille sur l'assemblage, c'est-à-dire le grand vin de Bordeaux, c'est un vin d'assemblage, c'est un peu la culture bordelaise. Et moi, je me demande pourquoi on ne fait pas comme les Bourguignons, pourquoi on ne travaille pas sur des parcellaires, pourquoi on ne monte pas des vins qui ont des personnalités, des identités différentes. Donc, avec Nicolas, on bosse beaucoup là-dessus, sur identifier les terroirs, identifier les vinifs, sortir des produits un peu originaux en parcellaire. Et à partir de l'année prochaine, à la fin de l'année, arrive ce qu'on a préparé depuis 4 ans, c'est de redécouvrir, c'est notre dernier pilier, qui est de redécouvrir tout le patrimoine historique des vins de Bordeaux. Donc moi, ça fait 4 ans que je me passionne de l'histoire du 19e siècle à Bordeaux, que j'ai retrouvé peut-être 50 livres qui retracent l'histoire du vin à Bordeaux. Et de fil en aiguille, alors qu'au début, on me disait il y a toujours eu du Merlot, il y a toujours eu du Cabernet Sauvignon, ça a toujours été comme ça. Et de fil en aiguille, tous les jours ou toutes les semaines, je découvre un nouveau cépage dont j'ai les preuves qu'il a existé à Bordeaux. J'en suis à 52 cépages que j'ai identifiés qui existaient autrefois. Et mon rêve, c'est d'avoir 52 cépages dans les vignes pour pouvoir regoûter ces cépages qui ont intéressé autrefois un vigneron. S'il a planté, c'est qu'il n'était probablement pas un abruti à cette époque-là. Et qu'aujourd'hui, le travail de simplification qu'on a fait dans la l'AOC, c'est ça que j'ai envie de rechallenger et de repartir sur des palettes de goût. On vous expliquera sur les premiers, Nicolas vous expliquera sur les premiers qu'on a vendangés, comment on a eu des super surprises. On a été emballé par des singularités de goût, des choses qu'on n'avait plus l'habitude de goûter, qui vont être une palette de peintres dont on va avoir à disposition pour inventer des vins, pour vous proposer des choses dans les prochaines années qui seront singulières et qu'on n'aura pas vues à Bordeaux. Donc voilà en gros le chantier qu'on a posé depuis 4 ans, qui a été un chantier un peu turbulent, parce que vous avez dû entendre parler qu'aujourd'hui, la viticulture en France et à Bordeaux n'est pas une sinécure, parce qu'il y a un réchauffement climatique qui passe par là. Donc en 2017, on a gelé, pratiquement perdu la récolte. En 2018, on a grêlé, on a perdu la récolte. 2019, suite à la grêle et suite, on a fait une très petite récolte, mais très qualitative, celle que vous allez goûter aujourd'hui. 2020, on a grêlé 3 fois. On a fait aussi une petite récolte très qualitative, mais une petite récolte. Et puis 2021, on vient de nouveau de regeler. Donc le réchauffement climatique passe par là et ça va nous poser de nouvelles questions sur l'avenir de notre métier, sur la remise en cause et sur comment faire à l'avenir pour que on continue à produire du vin dans des conditions économiques abordables pour pouvoir vous proposer des bons produits, des bons rapports qualité-prix. Voilà le chantier. Avant de parler des cépages anciens que tu as à cœur de réhabiliter, et c'est vraiment très à propos parce que effectivement ces cépages qui ont été abandonnés au profit du Merlot et du Cabernet pour les rouges et du Sauvignon et du Semillon pour les blancs, parce qu'en fait ils mûrissaient bien à l'époque avec les climats d'il y a 50, 100 ans. Donc les cépages un peu moins aptes à produire des vins, des raisins matures compte tenu du climat de l'époque. Ils ont été progressivement abandonnés, mais avec le climat qui se réchauffe, on se rend compte que ces cépages qui avaient été abandonnés sont très pertinents aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Donc, avant de parler de ces cépages anciens que tu es en train de planter,
peut-être qu'on peut commencer, parce que je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui ont dégainé leur verre de vin. On va commencer par les blancs. On peut commencer par le blanc entre amis. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Baptiste? Mettez-vous plusieurs verres et ouvrez tous les blancs. Et puis, en fonction de ce que vous avez, on va comparer, on va jouer avec ça. Ceux qui ont un vin, vous nous direz ce que vous avez. Moi, j'ai le petit. On a reçu des vignettes, nous. Le entre amis blanc. Je vois que Sébastien est en train de servir. Je ne sais pas combien il y a de personnes. Est-ce que vous respectez bien les gestes barrières là-bas chez vous? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. C'est en train d'assouplir, hein, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Ok. Et à Amsterdam, comment ça se passe? T'as pas reçu à Amsterdam les vins? Oui. Désolée, j'étais en mute. Alors non, malheureusement, je me suis inscrite beaucoup trop tard à ce wine testing, donc je n'ai pas les vins, mais ça ne m'a pas empêché d'être très séduite par le projet et d'être déjà parmi les wine founders du château. Ah, bravo. Donc, tu t'appelles Louise. D'accord. Et je viendrai vous voir avec plaisir dès que le confinement ne peut pas mettre. Tout à l'heure pour recevoir notre livre sur les cépages oubliés, j'ai reçu une invitation. Ah non, c'est pas moi. D'accord. Mais tu peux lui envoyer, elle sera très intéressée. Et en fait, Louise, à Amsterdam, pour chaque personne que tu inviteras et qui deviendra Wine Thunder, on aura le plaisir d'offrir une bouteille à toi et au Wine Thunder. Voilà, je l'ai dit, il y a des témoins. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. C'est le concept de parrainage. Il y a une bouteille offerte quand vous amenez un filleul. Une bouteille offerte pour le parrain et une bouteille pour le filleul. Donc, dans la boîte, vous avez 3 vins blancs. Pour ceux qui ont autre chose, ce n'est pas grave, vous me direz ce que vous avez, parce que j'ai des wine founders historiques du domaine, Nathalie notamment, qui n'avait pas toujours tous les vins et qui a dit j'ouvrirai ce que j'ai, puis on en parlera, ce n'est pas grave. Donc, 3 vins blancs, vous avez une bouteille, c'est les 3 gammes en fait. Il y a l'entre-ami, qui est le vin de fruits, le grand vin, qui est le grand vin à la bordelaise en blanc, et il y a le blanc de macération, qui est un vin un peu original qu'on a vinifié avec beaucoup de plaisir avec Nicolas et dont on va vous parler aussi. Et là, on commence par le entre amis, c'est ça? Donc, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, qu'est-ce que vous avez mis dans le entre amis? Alors, entre amis, je vais prendre la parole peut-être. Ouais, vas-y, Nicolas, bienvenue. Merci. Donc, entre amis, si vous voulez, c'est un blanc, c'est notre entrée de gamme, donc c'est un vin de soif pour l'apéro, mais on a quand même essayé, dans la vinification, d'abord dans le travail qui est fait à la vigne, puis dans la vinification, on fait tout ce qu'il faut pour respecter le fruit. La grosse différence que vous allez avoir par rapport à un vin de ce niveau de gamme à Bordeaux, c'est que tous les vins de Casbonne sont vinifiés en levure indigène. On n'ajoute pas de levure au vin. Et donc, ça donne beaucoup plus de caractère au vin, et notamment au vin blanc à Bordeaux, parce que la plupart des vins blancs sont vinifiés avec des levures aromatiques qui vont vraiment révéler le côté thiol. Ce qu'on appelle les thiols, c'est le côté agrume qu'on a beaucoup dans les vins blancs secs d'habitude. Là, ici, on n'est pas du tout sur ce profil aromatique-là. D'abord parce que nous, on va aller vendanger des raisins un peu plus mûrs, qui vont nous donner des arômes, du coup, qui vont plutôt partir sur l'abricot, la pêche, la fleur d'orange, fleur d'acacia. Éventuellement, vous pouvez même avoir des petites notes miellées sur ces vins. Et également, on a vraiment du miel d'acacia là sur celui-ci là. C'est très sympa. Ouais. Il y a une certaine maturité. C'est vrai que c'est gourmand et ça le rend très séducteur, quoi, hein. Ceux qui l'ont parmi nous là, est-ce que vous le goûtez là, Sébastien? Vous l'avez reçu ou vous l'avez en... Qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Tu l'as servi? On n'a pas le micro de Sébastien. Ah, il n'a pas le micro. Oui, non, on était en train de se demander, c'était celui qu'on avait déjà dégusté l'année passée. C'était celui-là, JB, tu te souviens, l'année passée qu'on avait eu en blanc aussi? C'était quelle date? La déguste en ligne, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont là. Mais enfin, bref. Je sais plus. Oui, non, mais si c'est l'année dernière, ça devait être déjà celui-là. C'est le premier vin blanc du millésime 2019 qu'on a mis en bouteille. Ouais. Ah, donc c'était lui alors. Ouais. Non, effectivement, nous on a la chance d'avoir une grande bouteille, mais il est exceptionnel, je trouve. Alors,
À l'ouverture, parfois, c'est un peu réduit. Vous pouvez avoir des petits arômes de poussière à l'ouverture sur une bouteille. Moi, j'ai eu ça hier sur la bouteille que j'ai ouverte. Mais le fruit va venir assez vite. Hein. C'est aussi une des caractéristiques. On fait des vins plus vivants. Donc, ils vont avoir parfois besoin d'un petit quart d'heure pour s'aérer. Je l'ai ouvert en Ouais, ouais. Là, quand on le verse, même sur un petit volume comme la vinote, au début, ça paraît un petit peu austère, un petit peu fermé, un petit peu réduit. Et si on l'agite dans le verre, en quelques minutes, en fait, tout de suite, il s'exprime et on a ces arômes d'abricot et de miel. Et c'est vrai que c'est un peu à contre-courant de ce qui se fait typiquement dans l'entre-deux-mers sur des vins très herbes coupées, figues vertes, très variétaux de Sauvignon. Là, on a beaucoup plus un peu de gras, de côté très gourmand, mais ça reste quand même assez frais, je trouve, par rapport aux arômes de maturité qu'on a. Il y a une belle minéralité en bouche. Pareil frais, pourtant c'est peu acide. C'est relativement haut en pH, donc il y a peu d'acidité. Ça a fait sa malo, ce qui n'est pas courant non plus à Bordeaux. Oui. Ça a fait sa merlot, mais on ne s'en rend pas compte, quoi. C'est quand même surprenant d'avoir un vin encore qui ait cette fraîcheur, vu les pH qu'on avait, pour un vin qui a de la malo, quoi. Peut-être Nicolas, tu peux expliquer le concept de la malo par rapport au vin blanc, etc. Et peut-être que Nicolas, tu peux déjà expliquer c'est quoi une vinification en vin blanc par rapport à un vin rouge. Ouais. Un trop de poids sur la macération déjà. Donc, le vin blanc, une vinification en blanc, ce qui est très important, c'est la date de vendange, parce que la date de vendange va vachement déterminer le profil du vin qu'on fait. C'est pour ça que nous, on porte vraiment une attention particulière à ça. Ensuite, finalement, les raisins en blanc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout de suite les presser une fois qu'on les a vendangés et on va les faire fermenter sans les peaux et sans les pépins. Contrairement au rouge, quand on fermente des vins rouges, on fermente avec les peaux et les pépins pour extraire la couleur et les tanins. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, on fait une première fermentation qui est la fermentation alcoolique, qui est celle qui transforme le sucre en alcool. Et après cette fermentation alcoolique, on peut vouloir ou pas faire une fermentation qu'on appelle la fermentation malolactique, qui est une transformation d'un acide fort en un acide faible, ce qui fait qu'on va avoir une désacidification naturelle du vin par cette fermentation qu'on appelle fermentation malolactique, qui se fait par des bactéries, alors que la fermentation alcoolique, ce sont des levures qui la font. Concrètement, on a naturellement de l'acide malique et cette fermentation malolactique le transforme en acide lactique. Et l'acide lactique est 2 fois moins acide que l'acide malique. Donc, c'est une désacidification naturelle du vin. Ça, vous le faites sur tous les vins blancs ou entre amis? Non, même a priori, on va plutôt chercher à l'empêcher. Parce que, si vous voulez, ça va transformer une partie de l'acidité. Et sur les vins blancs, c'est quand même intéressant d'avoir une acidité assez marquée pour conserver de la fraîcheur. Ouais. Et d'autant plus que sur des vins en biodynamie, l'acidité, elle a carrément un petit caractère acidulé qui, pour moi, est très qualitatif et participe à la qualité des vins. Mais okay. Et là, tu parlais de biodynamie, Nicolas. Est-ce qu'on peut aborder ce point en termes de méthode culturale? Qu'est-ce que ça implique concrètement, la biodynamie? Ouais, alors je vais essayer de faire vite parce que c'est un vaste sujet. Si j'essaye de l'expliquer très simplement, la biodynamie, c'est du super bio. En quoi ça consiste exactement et qu'est-ce qui est spécifique à la biodynamie? On a 3 piliers principaux. On a premièrement la pulvérisation de préparations biodynamiques qui sont des préparations naturelles à base de déjections animales, de minéraux ou de plantes médicinales. On va avoir le travail avec les rythmes naturels et on prend en compte dans ce travail avec les rythmes naturels les rythmes des planètes du système solaire. Et enfin, on a un 3e pilier qui est l'idée que plus on va avoir d'interactions dans un système sain entre des organismes vivants différents, et plus ce système, il est sain justement et résilient. Donc, on cherche à favoriser la biodiversité au maximum avec des interactions positives entre les êtres vivants d'un même lieu.
C'est vrai que certaines personnes peuvent parfois penser que c'est un peu ésotérique, tout ça, et les interactions des planètes, mais on le voit, je veux dire, la Lune a des interactions claires sur les marées, enfin, c'est complètement visuel, quoi. Et toutes ces interactions qui se font avec les planètes, ça se fait plutôt au niveau des cellules, voire des molécules, voire des atomes. Et donc, même si on n'explique pas tout d'un point de vue scientifique, moi-même, je suis ingénieur agronome, donc on a une formation hyper scientifique. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il faut accepter qu'il y ait des choses qui se passent au niveau moléculaire et ça qu'on n'explique pas forcément. Et on le constate par contre de manière très empirique dans les vins biodynamiques. Et c'est vrai que cette dimension qui peut parfois paraître un petit peu ésotérique, si on y prête attention, ça peut vraiment jouer un rôle important. Et au-delà de ça, comme tu l'as très bien dit, le fait d'avoir une biodiversité, ça crée un équilibre naturel. Il n'y a rien de pire que d'avoir une seule culture et dans des zones, même sur des plateaux hyper prestigieux comme à Pomerol où on n'a que des vignes par exemple, on a une homogénéité de culture avec que la vigne. Et si un parasite arrive là, et d'un coup il peut se répandre. Alors s'il y a une biodiversité avec des plantes sto ascoltando et tout la ça. presentazione di un'azienda di Allora, wine farming. Dair, buongiorno Dair, per favore, Dair, per favore, Dair, per favore, yeah. If you can unmute your microphone, Dair. Welcome to the live testing, Dair. I'm sorry, it will be mostly in French tonight. If you need some translation, feel free to contact us via the chat. Welcome anyway. It will not be in Italian tonight. The next live testing will be in Italian, but this one will be mostly in French. So feel free to ask your questions in the chat in the French version. So, je rajoutais par rapport à la biodynamie et par rapport au bio, ce dont je suis, parce qu'on a beaucoup de débats avec Nicolas, parce que moi je suis Saint Thomas, moi j'attends de voir quoi, la biodynamie. Moi aussi. Moi, j'ai vu déjà. Ouais. Donc, moi, j'attends de voir. J'ai vu surtout. Mais en tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est que le bio, ce n'est pas suffisant. Le bio, c'est n'utilisez pas de glyphosate, n'utilisez pas de produits de synthèse, n'utilisez pas d'engrais de synthèse. Et ça, c'est une agriculture qui n'est pas assez vertueuse. C'est-à-dire, ce qui est indispensable, c'est de reconstituer la vie de nos sols. Et ça passe par la reconstitution des matières organiques, ça passe par restocker du carbone dans le sol. Et plus on aura de carbone dans le sol, plus le sol sera un garde-manger et il donnera de vie à toute une microfaune dans le sol qui va gérer, de rendre cette matière organique assimilable par la plante. Et on va donc avoir une plante qui va être en meilleure santé, quoi. Et ça, on le constate depuis 4 ans. À chaque vendange qu'on a fait avec Nicolas, nos qualités de raisin sont améliorées toutes les ans à Casbonne. Ouais. Il y a une question qui est posée là aussi, Nicolas, dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Tu peux peut-être répondre. C'est Paysan français, je ne sais pas qui est derrière ça, qui pose la question: quelle technique utilisez-vous pour éviter la malo? Ah ben, on sulfite. Hein. Il n'y a pas beaucoup de solutions. On ajoute du soufre. Alors, le soufre, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. Au contraire, d'ailleurs, en biodynamie, on considère que c'est un élément organisateur essentiel. Et utilisé avec des doses raisonnables, c'est tout à fait positif pour l'élevage des vins. Et notamment avec des doses assez faibles, on arrive à empêcher la malo. Cela dit, par exemple, en 2020, on a essayé de sulfiter les blancs pour empêcher que les malos se fassent parce qu'on avait déjà des pH de raisin qui étaient très élevés, donc peu d'acidité, et ça n'a pas suffi. Donc, des fois, la nature est plus forte. Les phénomènes biologiques sont extrêmement puissants et extrêmement résilients. Certains en conventionnel peuvent mettre 200 mg de soufre dans 1 litre de vin. Nous, on travaille sur des doses de 30, 40, 50 mg de total. Donc, on travaille sur des très faibles doses parce que autant on dit c'est pas le diable de mettre du soufre, autant en mettre 30, c'est un dollar, autant en mettre 200, on peut avoir un peu mal à la tête, quoi. Et les doses de soufre faibles font partie des exigences du cahier des charges de la biodynamie. Peut-être pour resituer un peu à tout le monde, je partage mon écran là, je ne sais pas si vous voyez la carte de Bordeaux.
Tu peux peut-être nous situer, Jean-Baptiste, où se trouve le… On est à l'extrême extrémité sud, vous voyez Langon, on est de l'autre côté de Sauternes, on est la dernière commune de Grave, donc à l'est de Sauternes, de Langon. Voilà. Donc là, on a Bordeaux ici. Si on longe pratiquement la Garonne jusqu'à Langon, ensuite on arrive effectivement ici dans… c'est plus à gauche. Pardon, Langon ici, voilà, Langon ici, voilà, Langon ici. Et juste nous, on est au sud. Voilà, juste au-dessus de Langon, on a effectivement les Graves avec le château Casbonne, quoi. Voilà, juste pour situer un petit peu géographiquement où ça se trouve. Jusqu'en 1935, Saint-Pierre-de-Mons, la commune où on est situé, avait le droit de faire du Sauterne. On voit que l'aire de Sauternes, elle n'est pas très loin, quoi. Elle n'est pas très loin, elle est à 3 km ou 3-4 km à vol d'oiseau. Donc, on a des exceptionnels terroirs à blanc qui se ressortent sur nos vins qu'on voit aujourd'hui. Effectivement, on n'a pas encore joué le liquoreux, le moelleux. Moi, j'aimerais beaucoup. Mais on va… Ah, il y a un appel là de Nicolas pour tester une petite cuvée en liquoreux, quoi. Ça pourrait être quand même marrant, quoi. Avec Jean-Baptiste, on a des idées de cuvée. Tous les 2 jours, on a une nouvelle idée de cuvée. Donc, là, vous en avez déjà 11. Donc, à un moment, il va falloir aussi… Il y a quelqu'un qui pose la question, Sébastien, qui pose la question, à quand les moelleux en Casbonne, quoi, dans le chat, là. Oui. Alors, ça viendra. Mais on en est à 11, mais on sera très vite à 20, 25 cuvées, c'est sûr. Oui. Ce qui à Bordeaux paraît un petit peu fou, mais en Bourgogne, c'est complètement normal. Un petit domaine de 10 hectares, il va avoir facilement 20 cuvées, quoi. Donc, c'est un des trucs qu'a compris Jean-Baptiste, que je dis depuis longtemps à Bordeaux sans être trop écouté, c'est qu'il faut faire des cuvées, il faut bien les valoriser, et il faut faire des cuvées de terroir, un peu sur le modèle bourguignon ou d'autres régions viticoles, moins prestigieuses, qui ont fait ça aussi. Et Jean-Baptiste, il a compris ça, et puis il a aussi compris l'idée de faire des vins plus naturels, avec plus de vie, plus d'énergie, et ça donne quand même au vin de Casbonne quelque chose de très original par rapport à plein de vins de Bordeaux. C'est vrai qu'on a vraiment quelque chose d'un peu atypique. Parfois, il faut… Est-ce qu'il y a un commentaire sur l'Entre-Amis, sur quelqu'un d'autre qui l'a goûté? Donc pour moi, l'Entre-Amis, c'est vraiment… Alors, c'est un vin, comme il n'y a pas une acidité très marquée, c'est un vin qu'il faut servir frais. Parce que si vous servez ça à 4 ou 5 degrés sorti du frigo, on finit la bouteille, en fait, on ne se rend pas compte et on se resserre parce qu'il y a un côté très, très gourmand. On a l'impression de croquer du fruit et pour moi, beaucoup de gens trouvent ça délicieux, quoi. Donc, l'Entre-Amis, c'est la cuvée croquante de fruits. Moi, j'ai l'impression de croquer du raisin, quoi, c'est exactement ça. Et est-ce que ceux qui ont les vignottes là peuvent commencer peut-être à ouvrir le grand vin, qui mérite un petit peu d'aération à mon sens. Je pense que là, je viens de le servir. Alors, il y a un côté fumé très intéressant, mais je pense qu'il faut laisser les rênes. C'est assez intéressant ce côté fumé là que tu décris, Maxime. C'est vraiment une des caractéristiques de l'un des terroirs de Casbonne qu'on appelle Boucher. Okay. Et en fait, cette parcelle-là de Boucher, c'est un mélange de cépages. Il y a du Sauvignon gris, du Sémillon, mélangé au milieu des rangs. Du coup, on ramasse ça avec une maturité un peu entre deux. On essaye de faire au mieux en fonction de tous les cépages qu'on a. Et systématiquement, depuis le début du travail de Casbonne avec Jean-Baptiste, on a ce goût fumé sur la parcelle de Boucher. Et donc, ce que tu sens, en fait, c'est un petit peu de réduction. Ouais, c'est rigolo. Mais c'est très caractéristique. Ce qui fait qu'on le retrouvera aussi sur d'autres cuvées où on a utilisé en partie des raisins de Boucher. Cuvée parcellaire pour Boucher. Oui. Il est marqué. Sur les argiles ocre de Boucher, je ne pense pas qu'on va le déguster ce soir, mais que vous pourrez déguster à une autre occasion, vous retrouverez ce côté légèrement fumé, un peu réduit fumé. Et ça vient vraiment des raisins. Ce n'est pas du tout en lien avec la barrique ou l'élevage ou quoi que ce soit. C'est impressionnant. Parce que l'élevage, comment il se passe là? C'est quoi la vinification du grand vin?
Oui, voilà. Alors, donc, le grand vin, il a été vinifié. Donc, on a pressé. Et en fait, sur une partie de nos meilleurs lots, quand on a pressé, on a pris une partie de ces jus-là et on les a fait fermenter en barrique. Donc, ils vont fermenter en barrique. Donc, ça fait des fermentations longues qui donnent cette sensation de gras, de complexité. Ça donne beaucoup de complexité aromatique. C'est fermenté dans des barriques neuves, mais dans des barriques de 500 litres. On a très bien choisi. Par opposition, en fait, peut-être il faut que tu précises, là, les barriques de 500 litres, c'est des grands volumes par rapport à ce qui se fait habituellement. Oui, effectivement, je prends un peu des raccourcis, j'ai oublié de préciser. Mais oui, donc les barriques de 500 litres, c'est des gros volumes par rapport à des barriques de 225 classiques, ce qui fait qu'en fait, il y a moins de bois en contact par rapport au volume de vin. Et du coup, le vin va être moins marqué par le bois. Et en fait, pour ceux qui se rappellent de leur cours de mathématiques du collège, effectivement, comme vous le savez, la surface, ça augmente avec le carré du rayon, alors que le volume augmente avec le cube. Donc, effectivement… tu es ingénieur. Alors, c'est intéressant de parler de la barrique bordelaise. La barrique. Aujourd'hui, les condenses des bateaux se mesurent en tonneaux. Ça, c'est un héritage de la barrique. Et une barrique bordelaise, un tonneau, c'est 4 barriques. Quand on parle de l'unité du cours du vin à Bordeaux, on parle le cours du tonneau de vin. Et le tonneau de vin, encore aujourd'hui, il est valorisé. On achète 900 litres de vin, qu'on achète un tonneau. Et on paye le cours du vin à Bordeaux, c'est le tonneau. Et un tonneau, c'est 4 barriques. C'est 4 barriques de 225 litres. Donc, la barrique traditionnelle bordelaise, qui est vraiment la norme et qui est utilisée, fait 220 litres et est donc une barrique qui boise en ratio un peu plus. Et nous, on trouve qu'on ne cherche pas des vins trop boisés. C'est comme ça qu'on est passé sur des grands contenants, des 400 litres, des 500 litres, en choisissant nos tonneliers et en demandant à nos tonneliers de choisir des barriques, de nous préparer des barriques qui n'allaient pas trop marquer le bois. Parce qu'en fait, avec son tonnelier, en fonction de la chauffe, c'est la chaleur qu'il a mis pour pouvoir cercler la barrique et la refermer. Il utilise de la chaleur. Et en fonction des chauffes qu'il utilise, les chauffes vont plus ou moins torréfier les tanins du bois de la barrique et du coup faire que cette barrique va retransmettre ou pas les tanins du bois dans le vin. Donc, on peut travailler sur des chauffes moyennes, faibles, qui vont peu restituer de bois, alors que des chauffes plus marquées vont marquer un peu plus les bois, vont les toaster, notamment sur les rouges, vont faire qu'on va sentir le boisé lors de la dégustation. Et nous, on cherche dans notre grand vin, on veut que le bois sublime le vin, mais on ne veut pas qu'il prenne le dessus. Ça, c'est un truc super important dans notre pâte, tant en vin blanc qu'en vin rouge. Avec Nicolas, dans les assemblages, on ne veut pas dire ça sent le bois. On veut que le bois, ça soit une subtilité ajoutée, que ça soit une élégance, mais que ça soit jamais dominant. Est-ce que certains d'entre vous ont reçu peut-être les vignettes? Certains d'entre vous ont reçu la vignette avec le grand vin dedans? Ah, Pierre, vous avez goûté le grand vin? Nous, on suit avec attention au fur et à mesure et on goûte au fur et à mesure. On écoute et puis on essaye de… Moi, j'ai l'habitude de boire du vin sans qu'on m'en parle. Donc là, j'écoute et après, je le bois. Vous avez senti le côté fumé au départ? Ah oui, complètement. Oui. Mais même déjà… Il disparaît après. Après, ce côté fumé, il disparaît, il s'estompe. Il laisse place à d'autres arômes, abricots. La vinote, on n'a pas le temps d'y revenir 3 fois. Mais si, après, en fait, on a prévu de quoi continuer. Ah, vous avez des grosses cartouches. Très bien. Mais effectivement, alors c'est pareil, on fait peut-être une connerie d'ailleurs, on va vous demander. Je l'ai pas vu les quantités, je ne l'ai pas mis dans un grand verre, donc j'ai pris des petits verres à mescal en me disant ça garde l'arôme. C'est peut-être une connerie énorme. Les verres, c'est d'une importance capitale pour déguster le vin. Alors, c'est catastrophique du coup. Je sais pas. J'ai jamais essayé dans le verre à mescal. Un verre ballon parce que ça permet de l'aérer, ça permet de le faire tourner. Ça fait qu'il n'y en a juste pas assez, non? Mais surtout qu'il a besoin d'air en fait, ce vin. Il a besoin d'air. Le verre vide, même dans un verre ballon, il est aromatique.
Je vais faire de la pub, pas du tout pour moi, mais je ne travaille pas du tout pour eux. Moi, là, je goûte dans un verre Zalto. C'est extraordinaire. Déguster dans des verres comme ça, c'est des verres soufflés à la bouche, en cristal très très fin, et ça vous modifie totalement la façon dont vous dégustez les vins. Avoir des bons verres à vin, c'est indispensable. Alors, ok, donc pour les prochains, on va prendre des bons verres. Il n'empêche qu'on sentait très bien les choses, la fumée, enfin le côté fumé sur celui-là, ça nous a directement. Après, voilà. Donc, le grand vin blanc, c'est vraiment, pour moi, c'est une de nos grosses réussites en blanc. Il y a vraiment du volume, il y a de la richesse. On sent qu'il y a une petite sucrosité qui est là. Et du coup, c'est un vin très généreux. Puis c'est super complexe au niveau aromatique. Des vins blancs de Bordeaux boisés, c'est assez rare que le vin il soit vraiment fondu avec le bois. Souvent, c'est un peu c'est déconnecté, quoi. On sent d'un côté un côté très tiole et puis d'un côté un côté très boisé. Et c'est rarement harmonieux. Là, on a vraiment quelque chose de super harmonieux. Vous avez le côté cire d'abeille, mielleux qui est là à nouveau. Et on a toujours un côté fruits mûrs, pêche jaune, abricot, fleur d'acacia encore qui vient. Et avec une très belle longueur en bouche. Alors, c'est vrai qu'il est persistant. Sur le entre amis, on avait parlé de miel avant que vous le disiez. Ah, c'est bien. Même avec nos verres de merde. Bon, voilà. Souvent un arôme. Bravo. Le miel est souvent marqué sur le sémillon, qui est le cépage principal dans la cuvée entre amis et qui a 70% de l'assemblage. Et qu'est-ce que vous voulez faire au niveau des vins, la dégustation? Vous voulez passer sur le Galette Casbonne en blanc ou plutôt sur les rouges? On reste sur les blancs. On reste sur les blancs? Le grand vin, c'est quel pourcentage d'ailleurs à peu près? Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il doit être un peu dominant, un tout petit peu plus de Sauvignon dans l'assemblage. Mais c'est 53% de Sauvignon blanc, 18% de Sauvignon gris et 29% de sémillon sur la contre-étiquette. On a un peu plus de Sauvignon dans l'assemblage. Mais qui doit être ramassé à une belle maturité parce qu'on a un petit peu de gras, de richesse. On a 2 dates de maturité dans nos Sauvignons qu'on essaye de trouver à la récolte. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver du Sauvignon qui est encore vert, qui n'a pas tourné, le raisin n'est pas encore jaune, il est juste en train de migrer vers la couleur jaune du raisin, il est juste à ce moment-là. Et là, c'est le Sauvignon qui va nous apporter de la fraîcheur et de l'aromatique. Et ensuite, on pousse 2, 3, 4 jours plus loin sur des Sauvignons, on laisse quelques rangs dans la parcelle. Là, on pousse. On a des Sauvignons qui montent à 13,5, 14 d'alcool et qui perdent l'acidité, mais qui nous apportent des arômes d'agrumes, une énorme complexité aromatique, de la puissance, et le mix des deux fait un peu toute la subtilité. Donc, on gère plusieurs dates de vendange et plusieurs lots qu'on choisit pour nos assemblages et pour gérer un vin qui ne soit pas juste sur un goût et qui ait que ça dans la bouteille. Puis derrière, vinification particulière, assemblage particulier pour essayer de magnifier ce qu'on a vendangé. Qu'est-ce que tu appelles particulière du coup en termes de vinification? C'est en barrique, en jarre, en cuve sur le grand vin, c'était une vinification en barrique, mais des fermentations alcooliques en barrique, il y a de moins en moins de gens qui le font parce que ça demande beaucoup plus de travail et d'attention. Oui. Et puis ensuite, derrière, on a fait un élevage avec pas mal de bâtonnage également pour aller chercher du gras. C'est un élevage sur lit avec peu de soutirage, avec peu de houillage aussi, ce qui donne la petite note très légèrement oxydative. Voilà, quoi. Il y a vraiment plein de choses qui, mises bout à bout, te donnent un vin avec beaucoup de personnalité sur un style où ce n'est pas toujours le cas à Bordeaux. Okay. Non, super. Franchement, très, très belle réussite, le grand vin en blanc, parce que il raconte une histoire différente selon le moment de dégustation. On le verse dans le verre, il est sur les notes de fumée, après il y a des notes de miel qui arrivent, des notes de fruits, et à mesure qu'on déguste la bouteille, il raconte une histoire un petit peu différente, donc ça c'est sympa. Et dans les blancs, il y avait un troisième blanc que ceux qui ont reçu, qui est dans le pack des Vinotes, qui est dans la gamme, c'est le Galette Casbonne, qui est a priori un vin blanc un petit peu
macéré quand même. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu, comment c'est fait ça? Oui, donc les vins blancs de macération, on parle beaucoup de vin orange en ce moment, vous avez peut-être entendu parler de ça. En fait, l'idée quand on fait un vin de macération ou un vin orange, c'est qu'on va faire la fermentation de notre vin blanc avec les peaux et avec les pépins, contrairement à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous ai expliqué tout à l'heure, un vin blanc, normalement, on vendange, on presse et on fermente le jus seul. C'est pour ça que le vin est clair. En fait, quand on fermente un vin blanc avec les pellicules, on va extraire de la couleur, on va extraire des tanins et on va également donner des notes aromatiques assez particulières. Donc en plus, sur ce vin de macération qu'on a fait à Casbonne en 2019, qui était notre premier essai, on a fait quand même un travail très particulier parce qu'on les a fermentés en amphore avec une grande partie de grappe entière. C'est-à-dire qu'on a laissé la rafle, la partie verte, on a vraiment mis la grappe entière avec la partie verte dans les amphores. Donc ça, c'était des sémillons qui étaient très très beaux qu'on a laissés en grappe entière. On a complété les amphores avec des sauvignons gris où là, on a juste mis les baies entières. On a enlevé la partie rafle. Et donc, on a fermé les amphores, on n'y a pas touché pendant 15 jours. Et ensuite, on a pressé ça. Ça a fini de fermenter dans des barriques. On l'a élevé après dans des barriques. Et ça donne ce vin un peu coloré, un peu doré, et avec une aromatique très particulière, avec une pointe un peu épicée. On va avoir des notes liquoreuses, un peu de coing, un peu d'épices, de safran, de muscade. Et en bouche, alors on a aussi un petit peu de notes de boisé qui vient de l'élevage, avec quelques notes cacaotées, un petit peu café, toasté. Et du coup, en bouche, on a beaucoup de... J'affiche là, je ne sais pas si vous voyez là, les amphores. Là, c'est dans le chai de Casbonne qu'on est allé visiter il y a quelques semaines d'ailleurs. On voit les amphores qui sont, que vous utilisez, c'est celles que vous utilisez pour la fermentation, quoi. Là, on est en chai de Casbonne. Là, on reconnaît Jean-Baptiste avec son amphore. Et effectivement, c'est un contenant à la fois hyper ancien, mais assez nouveau, parce qu'à Bordeaux, on a quand même beaucoup utilisé les barriques. Et le fait de réutiliser les amphores, on voit qu'il y a les cuves en béton ici, et on a les amphores dans lesquels vous vinifiez. Donc, il faut s'imaginer qu'on met les raisins là-dedans, et après, il faut les sortir, quoi. Donc, c'est un vrai travail, quoi. Et qu'est-ce que ça apporte, cet amphore, d'après vous, Nicolas ou Jean-Baptiste, là, sur l'élevage des vins? Et de moi, en tant que dégustation, après Nicolas veut le confirmer en vinif, mais l'amphore, c'est une volonté de trouver des contenants qui laissent passer de l'oxygène de manière ménagée. Donc, l'oxygène participe à complexifier le vin, si on le gère bien. Il ne faut pas qu'il soit dans l'excès parce qu'il ne peut pas partir sur l'oxydation. Donc, il faut gérer un passage d'oxygène qui va polir les tanins, gérer de la complexité aromatique. Et ensuite, on a toute une palette d'amphores avec des types d'amphores différents et des cuissons d'amphores différentes. En fait, en fonction de la terre qui a été utilisée et de la température de cuisson de cet amphore va être plus ou moins poreuse. Et on va choisir sur chaque cépage quel amphore on privilégie pour au contraire travailler ou pas cette oxydation. C'est vrai qu'en fait, le matériau qui constitue l'amphore, il a une certaine porosité, une micro-porosité. L'air et l'oxygène de l'air passent un petit peu à travers. C'est pas comme un contenant en inox qui est complètement étanche à ça. Là, il y a des micro-pores dans les amphores qui permettent de laisser passer. Il y a une question justement de Romain qui demande, est-ce que toutes les amphores sont de la même matière? Alors, moi, je sais qu'il y a des amphores en argile, d'autres en céramique, en grès, en fonction de la température de cuisson. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus et répondre à Romain qui pose cette question? Il y a des origines de terre différentes et en fonction de ça, on obtient. Donc, c'est l'origine de la terre et de la caractéristique, ces composantes. Parce qu'on peut, par exemple, on n'a pas encore fait les tests, mais on avait visité un fabricant d'amphores à Limoges qui nous propose des porcelaines, quoi. Donc avec des argiles à base de kaolin, avec des plus fortes doses de kaolin dedans et qui sont beaucoup moins étanches, donc ils travaillent. Et donc, en fait, chaque amphore va avoir ses avantages et ses inconvénients. Elle va travailler plutôt l'oxydation ou plutôt la réduction.
Et des fois, au fur et à mesure dans l'année, quand on goûte, il y a un moment, Nicolas, il me dit, bon là, ça y est, on arrête l'amphore parce que c'est trop réduit. Et hop, on bascule soit dans une autre amphore qui est plus poreuse, soit on descend carrément en barrique. Donc c'est tout un jeu d'amour et de haine contre l'oxygène et savoir comment on veut le gérer et comment on veut le gérer en fonction du résultat qu'on veut obtenir. C'est vraiment les températures de cuisson qui vont faire varier les qualités, quoi. Ça va faire varier la porosité des amphores, en fait, la température de cuisson. Et après, les qualités des terres font que si on a des terres de mauvaise qualité, elles pourraient transférer des choses pas très bonnes dans le vin. Donc, c'est quand même très important d'avoir des gens qui travaillent sérieusement sur les amphores. Voilà, donc effectivement, la température de cuisson, si on est sur des températures relativement basses, un peu plus de 1000-1200 degrés, on arrive à avoir une certaine porosité. Si on est dans une température plus élevée, il y a une certaine vitrification qui se passe et du coup, ça crée une étanchéité un peu plus forte et il y a moins de microporosité, quoi. Il y a une question là, from Italy, from Dair, who's asking if you get amphoras from Georgia. I don't think so, but it's interesting, this question, because the amphoras, the vinification in amphoras originally came from Georgia. They were actually digging in the ground and building, putting amphora in the ground and putting ground around the amphoras and vinifying, just chucking all the grape into the amphoras in Georgia. It was called Quervi, and that's where it came from, actually. So it's interesting to see the modernity of the way that Jean-Baptiste is trying to bring with Casbonne, and the link with this very modern way of making wine with the ancient traditions of amphoras. Do you get amphoras from Georgia, Nicolas? No. They're from Italy and from China. Mais les amphores en Géorgie, elles sont enterrées. Hein. Oui. C'est ça, ouais, c'est ce que je disais, pardon, en anglais, c'est que traditionnellement les Quervi, qu'on appelle en Géorgie, elles sont effectivement enterrées. Je ne sais pas qui a dit ça, je crois que c'est Sébastien. Pour répondre à la question de Nathalie qui demandait quel accord mévin on pouvait faire avec la cuvée Gallet de Casbonne, moi j'ai envie de vous dire quasiment tout ce que vous voulez, parce que c'est un vin qui est tellement puissant, à la fois en aromatique et en bouche, que ça peut se marier avec tout. Alors, évidemment, si vous allez, si vous voulez, vous allez pouvoir le marier sur des plats où c'est vraiment pas facile d'avoir un vin agréable à déguster, notamment sur des plats épicés, sur des plats avec de la cuisine asiatique, un petit peu relevés ou un peu sucrés. Sur tous les plats fruits de mer en sauce, avec des sauces un petit peu riches, un peu sucrées, cocktails, etc., ça va aller très, très bien aussi. Et sur le fromage, c'est fantastique. Oui, en fait, c'est un blanc avec des tanins, donc il y a de la structure. Donc, un plateau de fromage, c'est magique. Une volaille, ça marche super bien. Un dessert. Un curry, ça prendra largement le dessus. Les aromatiques, la structure va reprendre le dessus par rapport aux épices. Donc et puis à l'apéro, c'est bon aussi. Donc. C'est vrai que c'est assez atypique et ça peut aller avec plein de choses parce qu'il y a ce côté tannique et sur un vin blanc d'avoir des tanins, c'est pas forcément fréquent. C'est assez original, quoi. Et c'était vraiment un équilibre parce que, en fait, l'idée qu'on s'est dit à Nicolas comme moi, on adore le vin orange parce que ce sont des vins démonstratifs, c'est passionnant de déguster un vin orange. Mais moi, le constat, c'est que quand j'ouvre une bouteille de vin orange avec des potes, on finit pas la bouteille, quoi. On revient sur notre vin parce que c'est démonstratif, il y a beaucoup d'amertume. Et au final, on n'a pas envie de se resservir, passer l'intérêt à la dégustation, on n'a pas envie de se resservir un deuxième verre. C'est vrai que c'est assez riche, c'est assez exubérant. Il y a un côté assez riche qui est intéressant, mais qui est… Et moi, je dis, si on met à 1 un vin blanc classique et à 10 un vin orange, notre ambition, c'est d'être à 3 dans l'échelle. C'est-à-dire, c'est de rester plutôt du côté de la palette du vin blanc. Et je ne veux pas qu'on dépasse les 5, quoi. Je veux qu'on reste sur des amertumes, certes, mais d'abord qu'on reste dans l'univers du vin blanc pour que ça reste un vin blanc et pas un vin orange. C'est ça, oui. Parce qu'en fait, parfois les vins orange, justement, ils ont une couleur orangée. Là, je trouve qu'il n'y a pas de couleur orangée, il n'y a pas eu d'oxydation. Comment vous avez géré l'oxydation sur le vin?
C'est parce que la macération a été relativement courte en fait, hein, et puis on n'a pas ouvert du tout les amphores pendant le temps de macération, donc tu as une oxydation qui est légère. Il y a un peu d'oxydation, on se rend compte que le vin est coloré, il est doré, mais il n'est pas réellement orange fluo comme on voit certains vins orange. Mais c'est vraiment une volonté aussi de ne pas vouloir faire un vin trop funky où là, du coup, le consommateur, il est vraiment perdu. Là, c'est un peu surprenant. C'est très puissant au niveau aromatique. C'est puissant en bouche. C'est cohérent. C'est un super vin blanc avec quelque chose à manger, moi, je trouve. Alors, vous remarquez sur l'étiquette qu'il y a marqué vin de France parce que, typiquement, si je présente ce vin à la dégustation de validation de ce qu'on appelle la labellisation des vins, les dégustations d'agrément, il est très probable qu'ils me refusent ce vin et qu'ils me disent « je te le déclasse, c'est pas du grave ». Voilà, c'est pas du grave. Parce que ce vin, il n'est pas typique. En fait, il n'est pas typique de l'AOC grave et donc on l'a mis en vin de France parce que on n'avait pas envie de se prendre un shoot parce qu'il faut savoir que quand ils me pénalisent, j'ai un permis à points pour vinifier du vin blanc et chaque fois qu'ils n'aiment pas un vin, ils peuvent m'enlever 3 points sur mon permis. Si je suis à 0, je n'ai plus le droit de faire du vin blanc grave. Donc on s'est auto-censuré, on ne leur a pas présenté ce vin parce qu'il est très probable qu'ils nous l'auraient refusé. Ok. C'est vraiment super intéressant sur les vins blancs avec des profils hyper différents entre amis, le grand vin et le vin de macération. On a vraiment selon les occasions, hein, des vins hyper différents. Peut-être avant de passer sur les rouges, est-ce que Jean-Baptiste, tu peux nous parler de ton projet de plantation de cépages anciens? Les gens qui ont goûté de macération, s'il y a quelqu'un qui veut bien le commenter. On a eu quelques commentaires, c'est vrai. Romain, tu as goûté les vins de macération? Peut-être tu veux nous partager tes impressions? Oui, tout à fait, je l'ai goûté. J'étais un peu surpris parce qu'il est bien punchy, quoi. C'est marqué 13, mais il est présent. Il est là. Donc non, c'est vrai que c'est très intéressant. Je rejoins un peu les commentaires sur. Là, j'ai pas de fromage, mais oui, je pense que sur du fromage, ça doit bien plaire. Ça m'a rappelé un peu je crois pas que c'était des Graves, mais des Châteauneuf-du-Pape en blanc aussi sur ces attaques un peu où tu te dis, bon, voilà, c'est assez fort en alcool et c'est présent. Et après, il y a toute une palette de saveurs qui se décline. Ma préférence, ça reste quand même le deuxième parce qu'il est beaucoup plus, comme on dit, quoi. Là, le dernier, c'est plus un vin de dégustation. Moi, je ne connaissais pas le terme de vin orange. Il y a des gens qui préfèrent le grand vin classique et des gens qui préfèrent le macération. Il y a vraiment 2 écoles. Ouais, mais après, je comprends ce qu'on se dit. C'est un vin, comme on le disait. On en prend un verre ou 2, puis après, on sature un peu le palais, mais c'est extrêmement intéressant. Puis la méthode de vinification, du coup, moi, j'avoue que je connaissais que l'amphore enfoui, en fait, parce que dans le Touarçais, ils ont fait ces initiatives de redonner un peu les macérations en amphore. Là, je ne connaissais pas qu'on les faisait à l'air libre. Donc, si on veut avoir le côté oxygénation, porosité de l'amphore, il faut qu'elle soit à l'air libre. J'ai découvert. Là, c'est un orgue d'amphore, en fait. En fonction des amphores, on choisit. Ouais, tout à fait. Et chaque amphore va jouer sa petite note. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Sur les goûts différents, c'est vraiment on a 11 cuvées parce qu'on a vraiment 11 bouteilles qui ont des personnalités différentes. C'est-à-dire, autrement, ça n'aurait pas de sens. C'est-à-dire faire des cuvées pour faire des cuvées. Moi, ce que je veux, c'est que je veux montrer qu'effectivement, on peut s'amuser, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut faire en vinif et en fait, dans les appellations, au final, il y a des standards qui sont mis en place, qui sont devenus des habitudes des vignerons qui font un peu tous pareil. Et moi, je suis amateur de vin et j'ai envie de jouer avec ça, quoi. Et après, du coup, ça titille Nicolas et puis ça pose des challenges. On peut donner un exemple. Dans 15 jours, j'ai demandé à un site en ligne qui avait des vins un peu fous. Je lui ai dit de me sélectionner 16 bouteilles complètement dingues, très différentes. Et puis, on va déguster ces 16 bouteilles et puis on va se demander avec Nicolas ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ça va nous inspirer probablement 1 ou 2 prochaines cuvées l'année prochaine où on va faire des essais et on va essayer de retrouver encore une autre palette de goût à partir de ce qu'on fait, quoi. Non, c'est super. Donc, en fait, le projet, par rapport au projet de Wine Funding, le principe, c'est que chaque année, on recevra une bouteille. Le nom est identique, mais la découverte sera toujours différente. Enfin, c'est ça un peu le… Non, sous le même nom de la cuvée, on va essayer de garder les typicités. Parce que si les quand gens même, la typicité. Ils adorent mon galet de Casbonne en macération,
on va éviter d'appeler ça le duo d'Arche, parce qu'autrement, ils vont se paumer. Mais on va essayer de donner des noms à nos cuvées et que ces cuvées, on garde, si les cuvées plaisent, qu'on continue à rester dans cette aspiration, mais on créera des nouvelles cuvées pour faire d'autres tentatives. Si les gens n'aiment pas, on les boira. Nous, on aura aimé, quoi. Moi, après, mon boulot, c'est quand même d'expliquer à JB que la nature, elle nous donne tous les ans des résultats un peu différents, même sur les mêmes parcelles. Et que donc, les cuvées, on va essayer de les maintenir dans un style qui nous plaît et qui plaît aux consommateurs. Mais elles vont quand même légèrement varier, évidemment, tous les ans avec les millésimes. Elles vont vous raconter des histoires différentes et c'est bien le but. Oui, bien sûr. Super. Est-ce que vous voulez qu'on passe à goûté le macération. Les rouges. Tu as goûté le macération? Une petite question, JB, Nicolas. Je voulais savoir, vous les bossez pour aussi qu'on puisse les garder, les vins, ou pas? Parce que typiquement, là, sur le grand vin, tu disais que vous limitez les barriques. Or, il me semble que les barriques, ça aide aussi. Enfin, elles se fondent dans le temps. Elles donnent aussi une structure qui va se fondre à travers les années, mais qui permettent au vin de durer un peu plus longtemps. Comment est-ce que vous approchez? Ça, c'est un peu l'histoire qu'on raconte à Bordeaux, hein, quand on vend des vins bien boisés. Mais non, là, moi, je peux vous garantir que même si le vin il est fondu, le grand vin blanc, ça se garde parce qu'il y a de la matière, mais c'est le raisin qui a de la matière. C'est le terroir qui nous permet d'avoir de la matière. Hein. Et le travail qu'on a fait après en vinification, en élevage, pour préserver, voire pour essayer d'augmenter cette matière avec des bâtonnages. Le bois apporte un peu, mais ce n'est pas le bois qui fait que le vin se tient. Et de même, sur le macération, alors le macération, en plus, pendant la vinification, il subit une oxydation. Donc, lui, il est protégé contre l'oxydation. À mon avis, le macération, lui, il peut se garder 10, 15, 20 ans peut-être. Hein. Et par rapport à ça, on me posait la question, mais est-ce que ton grand vin, il faut le garder et il sera meilleur? C'est une question que je n'ai pas su répondre parce qu'il est tellement bon que je ne suis pas sûr qu'il soit meilleur dans 10 ans. Autant, alors, le macération, je suis assez sûr de mon coup. Le grand vin blanc, je dis le grand vin blanc. Ouais. Alors, macération, je suis sûr de mon coup. Parce que c'est tellement bon aujourd'hui qu'il y a tellement de plaisir que je ne suis pas sûr qu'on gagne. Mais par contre, je suis sûr qu'on pourra le garder 10 ans. Il y a la matière pour le garder 10 ans. Il sera différent, mais peut-être qu'au final, on l'aura gardé pour le garder, alors qu'aujourd'hui, c'est une bombe de plaisir. Moi, mon objectif, quand on fait des vins, c'est évidemment que les vins puissent se conserver le plus longtemps possible, mais c'est avant tout qu'ils soient bons le plus vite possible, quoi. Là, c'est très bon à boire. Je suis comme toi, JB, j'ai envie de dire, il faut les boire tant que c'est bon à boire. Hein. Après, on n'a pas encore de recul sur l'évolution des vins, puisqu'on commence à travailler ces vins de Casbonne. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Macération, je peux dire oui, parce que techniquement, je sais comment ça va évoluer. Le grand vin blanc, c'est plus compliqué. On passe au rouge. Ouais. Peut-être avant de passer au rouge, JB, tu peux expliquer le projet. Vous avez quand même le droit de servir l'entrami rouge. Voilà, servons dans le verre de vin l'entrami rouge, mais pendant que le vin s'aère un petit peu et que les gens goûtent. Oui, il faut quand même fender un peu. Peut-être explique le projet que tu as. Là, j'ai une photo. Là, on est venu te rendre visite. Vous avez vendangé, l'équipe de Wine Founding a vendangé le Mansin. C'était avant, ça c'était pas au vendange. Ça c'est la parcelle. En fait, le projet c'est simple. Moi, j'ai fait en 1997, j'ai fait une visite chez un vigneron à Gaillac. Un vigneron un peu fou, un érudit complet, un mec génial qui s'appelle Robert Plajol. Et quand j'ai rencontré Robert Plajol en 1997, je lui ai dit, ce vigneron, en fait, il a retrouvé un peu tous les grimoires du 15e siècle, 16e siècle, 17e siècle qui parlaient du vin de Gaillac. Et dedans, il a trouvé des traces de cépages qui étaient cités. Et il s'est dit, mais c'est intéressant, j'ai envie de le retrouver. Et il a fait ce boulot à Gaillac, d'aller replanter ces cépages qu'il avait retrouvés dans ses grimoires. Et j'ai dégusté chez lui des cépages dont j'avais jamais entendu parler, de Londinque,
du Mosaque, qui est plus connu, Loin de l'œil. et des trucs. Alors, je ne pouvais pas dire si c'était bon ou pas bon, mais c'était étonnant. Et ça avait C'est des quoi personnes. ça, Jean-Baptiste, là? Je suis en train de vendanger là chez toi, là. Hein. C'est quoi? Là, tu vendanges du Mansin, qui est un C'est vieux ça. cépage de Bordeaux. Effectivement. Et donc à 97, je me suis dit, un jour, si je fais du vin, je vais faire comme Robert Plajol. Et je suis arrivé en 2016. Je suis arrivé en 2016 à Bordeaux en prenant le domaine et j'ai dit merde, personne n'a fait le boulot d'aller se faire ce travail historique, de rentrer dans le passé et savoir ce qu'il y avait autrefois à Bordeaux. Donc au début, j'ai posé les questions, j'ai ouvert les livres sur le vin de Bordeaux actuel et puis il n'y en a pas un qui me disait qu'il y avait des cépages autrefois. Ils me parlaient, si vous avez tous fait des cours d'œnologie, on a dû vous expliquer que Bordeaux, c'est le Merlot à la rive droite et le Cabernet Sauvignon à la rive gauche et que c'est le Sémillon à Sauternes. Donc en fait, Bordeaux a simplifié son discours en disant voilà, j'ai 4-5 cépages stars, et puis ça a toujours été comme ça, et puis ces cépages sont fabuleux, ils sont adaptés à notre terroir, et ils ont fait une sorte de storytelling qui fait qu'ils nous ont expliqué que Bordeaux a toujours été comme ça. Alors quand je suis arrivé, moi j'ai posé la question aux vignerons, ils m'ont dit non, non, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu autre chose. Il y en a qui m'ont dit ça, puis il y en a d'autres qui m'ont dit de toute façon, si ces cépages ont été oubliés, c'est qu'ils n'étaient pas bons. Et du coup, j'ai pris ça comme un défi. Je disais, si c'était pas bon, mais moi, je veux en être sûr. Et puis, même s'ils sont pas bons, je vais les planter. Donc, j'ai planté des cépages où autrefois, ils disaient, ouais, c'est mou, c'est pas bon, c'est acidulé, c'est trop acide, c'est pas assez alcoolisé, ça mûrit jamais. J'ai retrouvé plein de trucs dans la littérature qui n'étaient pas sympas sur ces pages. Mais j'ai quand même, je me suis dit, j'y vais parce que déjà, la vinification a changé. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait un peu tout vinifier, on a une vraie culture de la maturité, on a une capacité à faire des bons vins avec tous les cépages aujourd'hui, donc la technique a évolué. Après, le climat a changé, il y a quand même beaucoup de paramètres qui ont changé, et les goûts du consommateur ont changé. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, il est curieux, quoi. Il a envie de goûter. Voilà, tout à l'heure, on a goûté 3 vins blancs différents. Ça vous intéresse, quoi. Ça vous intéresse, cette palette. Alors que si on se remet au 19e siècle, qu'est-ce qu'il vendait? Le vigneron, il vendait des barriques de vin. Il ne pouvait pas s'amuser à dire je t'ai vendu une barrique de muscadelle, quoi. Ou une barrique de ceci. Donc, il vendait du vin, quoi. Et du vin, c'était assemblé, et puis tu ne savais même pas ce qu'il y avait dedans, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de bouteille. Ou alors, si tu voulais être un fin dégustateur, il fallait que tu commandes chez toi une barrique de muscadelle, une barrique de sémillon, une barrique de sauvignon. Ça faisait un peu beaucoup, quoi. Il fallait vraiment avoir un grand chez soi pour être un amateur de dégustation. Alors qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, on peut acheter une bouteille, une demi-bouteille, on peut acheter plein de choses différentes. Donc l'époque a changé. Et donc, c'est cette curiosité-là qui m'anime. Donc, j'ai travaillé à restaurer le patrimoine des cépages oubliés de Bordeaux. J'ai retrouvé 52 cépages. On a déjà replanté 26. Et puis, on est en train de continuer à notre combat. Là, qu'est-ce qu'on a dans le entre amis là en termes de... Là, moi, je ne sais pas si certains d'entre vous ont versé le entre amis qu'ils ont reçu. Qu'est-ce qu'on a comme cépage là-dedans? On a une dominante de Cabernet Sauvignon, hein, de toute façon, sur l'encépagement de Casbonne, et qu'on sent bien hein, là, sur ce vin-là. Alors après, la proportion de Merlot, moi, je ne l'ai pas. Ouais, tu n'as plus ton micro, JB. On est à 60% de Cabernet Sauvignon. Ouais, voilà. Et puis après, à nouveau, avec une vinification, une des particularités à Casbonne, c'est que c'est vinifié en levure indigène. On porte une attention particulière au respect du fruit aussi, c'est-à-dire que les raisins sont en cuvée par gravité. On n'utilise pas de pompes à vendange, on appelle ça, qui sont des pompes qui triturent pas mal la vendange pour rentrer les raisins dans les cuves avant de les fermenter. Donc, c'est fermenté en levure indigène avec une extraction douce. Et du coup, ça donne ce vin... ma bouteille est assez fantastique, là, notre ami. C'est très fruité, c'est très frais. On a vraiment ces arômes de fraîcheur typiques des rouges de Casbonne avec un côté un peu mentholé, un peu réglisse et du fruit frais, quoi. Cassis, framboise. Voilà. Je ne sais pas comment vous le goûtez, vous.
Ah, super bien. Il a à la fois ces notes assez complexes hein, de sous-bois, de musc, etc., mais toujours beaucoup de fraîcheur. Et c'est ça, cette interaction entre la fraîcheur et les notes un petit peu plus subtiles qui fait que c'est vraiment un vin de soif. On a envie de boire, on a du mal. Moi, j'ai une binote, hein, donc ça va vite, mais je pense que quand on a une bouteille avec quelques amis, entre amis, hein, comme son nom l'indique, je pense que ça va assez vite, quoi. Ouais, c'est l'intention, hein. Je me dis que si les Qu'est-ce gens… qu'il en- Pierre, il veut en placer une, là. Il voudrait. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas. En fait, c'est une question à Jean-Baptiste. J'étais intrigué sur les 26 cépages qu'il a retrouvés et plantés. Comment tu fais pour avoir assez de volume pour pouvoir faire des choses avec chacun des cépages ou des mélanges ou des choses comme ça et pouvoir en tirer quelques. Enfin, c'est une bonne question. Voilà, comment tu fais 1000 ça? pieds. On fait 1000 pieds de chaque cépage. Ah oui, quand même. 5 cépages, en gros, si je simplifie, 5 cépages, 1 hectare. Et 1000 pieds, c'est 1000 bouteilles. D'accord. Tu peux travailler sur des contenants de 5-10 hectos. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, l'année dernière, on a fait 2-3 vinifs. Déjà parce qu'il n'y a pas les… Et on a dû les assembler parce que des fois, on avait 300-400 kilos de raisin, quoi. Donc nous, on n'arrive pas aujourd'hui totalement à les vinifier de manière indépendante, mais c'est l'objectif. Et du coup, mais par contre, on a pu les déguster, on a pu les identifier, on a pu les analyser. On a fait des analyses chimiques de ces vins pour connaître leurs caractéristiques, leurs tanins, leur pH, pour connaître quelles sont les caractéristiques intrinsèques qui vont nous permettre, nous, de s'en servir en terrain de jeu. Et plus on va monter en puissance, et donc aujourd'hui, c'est mon laboratoire. J'ai 500 litres quoi, par cépage. Et l'idée, dans ces 26 cépages, c'est de trouver le 1, le 13, le 15 et le 22, qui sont mes grands, qui vont vraiment surprendre et qui vont faire la différence, et sur lequel je planterai 1 hectare, 2 hectares de chaque, 3 hectares, et je serai capable de faire 5-10 000 bouteilles de chacun de ces cépages, en assemblage ou non, et donc d'avoir une vraie offre, et qui sera une offre unique, puisque je serai le seul dans le monde à pouvoir proposer cette offre. Alors, ce que je me disais justement, enfin, là où en fait, c'est hallucinant, moi, je n'imaginais pas ça, parce que tu es en train de faire un vrai travail de recherche quasiment fondamental. Enfin, tu es un laboratoire de recherche, il va faire sa recherche et après, qui va en faire comme si tu étais en biochimie en train de partir d'un inventaire de molécules pour trouver un vaccin, grosso modo. C'est ça, c'est ça. Et il n'y a personne qui fait ça. Mais non, parce que il y a plein de… Je me suis posé… J'ai pas compris pourquoi entre 97, ma visite, et 2016, personne ne l'avait fait. Ça c'est un truc… Toi comme moi, on est des gens de l'entreprise et du marketing, et on sait quand il y a une innovation, normalement, si tu le fais, tu as tout de suite 3 boîtes qui te copient dans les 3 mois, quoi. Je veux dire, et dans le vin, depuis 20 ans, personne n'a eu l'idée de le faire. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. En fait, premier critère, c'est que si tu es cru classé et que tu vends ta bouteille à 50 €, tu as tout à perdre à innover. Parce que tu ne peux faire que moins bien. Tu ne vas pas passer à 100 € parce que tu as rajouté un cépage qui existait autrefois. Ce n'est pas ça qui va te faire ta différence. Donc, les riches, ils ne bougent pas. Après, de l'autre côté de l'échelle, à Bordeaux, tu as 80% des vignerons qui crèvent la dalle. Mais quand ils crèvent la dalle, actuellement, ils vendent le tonneau en dessous du coût de production, quoi. Donc, ces gens-là, comment tu peux prendre une décision de mettre de l'argent, sachant qu'une plantation, ça coûte 20-25 000 € à l'hectare. Moi, je suis en train de jouer en me disant peut-être que je mets 25 000 € par la fenêtre, quoi. Donc quand tu es 80% des vignerons, ils ne peuvent pas faire ce choix. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste une centaine de vignerons. Surtout qu'il n'y a pas de subvention si tu plantes des cépages anciens. Il y a beaucoup de subventions pour l'agriculture, mais pas pour les cépages qui ne sont pas dans le cahier des charges. Hein. Moi, si je plantais du merlot, on me filerait 1 000 € à l'hectare de subvention. Là, ce que je plante, j'ai 0. J'ai 0 € quoi, pour planter. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et donc, on n'est plus que peut-être une centaine de vignerons à Bordeaux qui sont à la fois dans des appellations qui sont suffisamment modestes pour… si tu plantes un cépage oublié à Pauillac, tu as perdu 2 millions d'euros, quoi. C'est le prix de ton hectare de terre. Moi,
le foncier, il coûte 40 000, quoi. Donc mon investissement, ça réduit la palette. Donc, il faut des gens qui soient un peu fous. Donc là, il y en a 0 jusqu'à maintenant. Qui a un peu d'argent. Là, on a une centaine. Et le croisement des deux fait que je suis le seul à faire ça. Pas aussi fou que toi, en tout cas. Ouais. Et du coup, cette centaine qui pourrait le faire, ils attendent qu'une chose, c'est que j'essuie les plâtres. Ouais. Et que je fasse une tentative. Et là où ils ont tort, c'est que le jour où ils ont réagi et que je leur ai marketé, j'aurai 10 ans d'avance. Mais bien sûr. Non, ce que je trouve en fait, ahurissant, mais c'est un peu comme d'autres domaines de l'innovation. En fait, si les vrais gros, ceux qui font des Pauillac hors de prix et dont les terres coûtent très cher, eux, s'ils se projetaient vers l'avenir, le projet fou que tu fais, c'est eux qui devraient le faire, pas sur leur terre, faire exactement ce que tu fais. Ce qui est marrant, c'est que quand même, les grands, ils s'y intéressent. Ah, ouais. Tous les grands s'intéressent à ce que fait Jean-Baptiste. Sur mon site, j'ai dit, si vous voulez avoir mon livre, inscrivez-vous. J'ai Lafite, Latour, Oswald, inscrits. Ils veulent recevoir mon livre où je raconte mon expérience de ces cépages oubliés, de mes découvertes, quoi. Mais c'est que les gens intelligents parmi ces grandes propriétés qui se sont posés la question. Les autres… Il y a une certaine inertie, non? Comme dans les… C'est un milieu avec une certaine inertie. Hein. Bien sûr. Bon, ben, bref, il va falloir que tu sois solide pour aller au bout avant qu'un gros intelligent comme ça te dise « Moi, je te mets 50 patates sur la table et je te rachète, mon grand. » Ou alors, plein de petits, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, mais plein de wine funders qui se mettent ensemble et qui participent au financement de ce projet. On en a déjà une bonne trentaine. Ça fait son chemin. Et justement, dans le projet, j'en plante de nouveau parce que je n'ai pas de Pardot et je n'ai pas de Cabernet Goudable. Donc, je vais planter 300 ou 500 pieds de chacun, ce que j'ai pu obtenir. Parce qu'après, je vais vous parler du matériel. C'est plus compliqué que ça en plus. Donc, j'étends mon terrain de laboratoire et le reste, je plante 2 hectares de porte-greffe qui vont pousser et qui me permettra de surgreffer ce qui est le meilleur de tout ce que j'ai planté ces dernières années en termes de destination. Et alors, c'est plus compliqué que ça parce que ce que je plante, il y a 3 types de cépages. Il y a les cépages qui sont autorisés à Bordeaux et il y en a des intéressants qui sont méconnus. La Carménère, le Petit Verdot, le Malbec sont des cépages super intéressants qui sont méconnus et sur lesquels il y a des choses à faire. Mais ça, si je le fais, j'ai le droit de vendre du Grave, j'ai le droit de vendre du Bordeaux. J'ai une deuxième catégorie de cépages où, dans ces cépages, j'ai le droit de faire du vin de France. Puisqu'ils ne sont pas autorisés en AOC, c'est ce qui était autrefois un vin de table, je fais un vin de table. Et il y a une troisième catégorie de cépages que j'ai plantés où j'ai l'interdiction de vendre du raisin et j'ai l'interdiction de vendre du vin. Donc, je les ai quand même plantés. Parce que tu n'aimes pas beaucoup qu'on te contraigne comme ça, toi. Ouais, je pense que ça tombera dans la cuve d'à côté, au pire. Hein. Mais je n'aurai jamais le droit de le communiquer. Ça alors? Je n'aurai jamais le droit de le communiquer. Et après, s'ils sont bons, j'ai 7 ans de procédure administrative et de dossier. Je n'ai pas le droit de faire du vin, mais il faut quand même que dans les procédures administratives, je leur présente des bouteilles. Le vin, c'est l'un des produits les plus réglementés au monde. C'est-à-dire qu'il faudra que je fasse 7 ans de procédure où je vous présente chaque année les millésimes et comment j'ai vinifié ce vin pour qu'ils acceptent de reconnaître qu'en fait, c'est intéressant. Tu vas appeler ça du Nive, comme ça, quand ils se mettront dans le rétroviseur, quand ils auront tout perdu 10 ans après, ils verront écrivain et ils diront « Putain, la vache !» C'est vrai que là, tu parais un peu fou et pirate, mais c'est probablement une des pistes à explorer et l'avenir dira si c'était la bonne piste. Mais je pense que c'est bien parti. Je vois que Sébastien a commencé à servir un petit peu là, les vins. Là. Vous en êtes où là, les trois mousquetaires là les 3 mousquetaires. Nous, on a le 2017 aussi. Donc, on comparait un peu le 2019 au 2017. Et le grand vin, est-ce que vous l'avez, le grand vin Oui, on l'a, mais on ne l'a pas ancien. On ne l'a pas plus vieux que ça. Quoi. D'accord. Et le grand vin, là, est-ce qu'on passerait pas, parce que je vois l'heure qui avance, est-ce qu'on passerait pas un petit peu au grand vin là? Qu'est-ce qu'on a dans le grand vin? Il vaut mieux faire duo d'abord. Duo d'abord. C'est dire que notre ami, il vieillit bien, parce qu'à 2 ans d'écart, c'est sympa.
Il s'est amélioré le 17. Ouais. C'est facile. C'est un millésime un peu dur. C'est un vin qui était un peu court, qui était un peu dur en finale sur les tanins, parce que c'est une année de gel. On a eu du mal à mûrir les Cabernet Sauvignon. Et il s'est super ouvert en 1 an ou 2 et c'est devenu un vin de plaisir. Exactement. Je n'avais pas le souvenir. Largement blanc. Mais le 19 est meilleur. Ouais, non, le 19, il a déjà une attaque vraiment sympa, fruitée. Donc là, on passe à quoi du coup? Là, tu proposes de goûter d'abord le duo de Darche? Oui. Sous le grand vin, comme vous voulez, c'est pas grave. C'est comme vous. On a pris le duo de Darche. Duo de Darche, ok. Allons-y alors. C'est quoi ce nom d'ailleurs? D'où ça vient? Alors, en fait, nos parcellaires, par définition, c'est un seul terroir. Donc, on a le terroir de Casbonne, le terroir de Darche, le terroir de Boucher, le terroir de Perron, on a le terroir de Pérouse, on a comme ça un certain nombre de terroirs qu'on a identifiés, sur lesquels on a repris les noms cadastraux. Et dans cette cuvée, on a assemblé le terroir de Darche, qui est un très beau terroir. En fait, sous les graves, on a le calcaire à Astérie, exactement le calcaire qu'on retrouve à Saint-Émilion, la même couche géologique, qui est entre 1 mètre et 3 mètres de profondeur, donc qui affleure. Quand on plante les piquets sur une plantation, des fois, on n'arrive pas à planter le piquet tellement on touche la roche-mère à certains endroits. Et donc ça, c'est le terroir de Merlot de Darche. Et les terroirs de Casbonne, qui est plutôt un terroir de grave classique, avec des galets sur certaines zones. Et du coup, c'est un assemblage de ces deux terroirs avec une dominante de Merlot. On doit être à 55-45. Et le premier, c'était quoi le mélange? 60% Cabernet Sauvignon sur le premier. En fait, cette cuvée, c'est un assemblage. On a un peu essayé, moi dans ma tête, c'était vraiment essayer de faire le meilleur vin possible avec ce qu'on avait comme lot. Et on a fait un assemblage entre de la barrique, de l'amphore et de la cuve. Sur le grand vin. Grand vin. Non, ça c'est sur duo. Attends, il y a un peu de barrique dans le duo, j'avais oublié. Ouais, il y a un peu de barrique dans le duo. Et en fait, du coup, on sent aussi qu'il y a plus de merlot dans ce vin-là. Donc, vous allez avoir une bouche très légèrement plus généreuse, un peu plus souple, un petit peu plus sucrosée. Un peu plus gourmande peut-être. Ouais, voilà, un peu gourmande. C'est la note un peu gourmande du merlot. Et on sent vraiment le côté calcaire, moi je trouve. Ça fait presque un peu justement des merlots de Saint-Émilion, quoi. Il y a beaucoup de fraîcheur. Il y a vraiment beaucoup de fraîcheur. C'est super chouette, quoi. Il y a beaucoup de fraîcheur. Faut l'aérer un petit peu. Ceux qui viennent de le verser, c'est un petit volume, mais n'hésitez pas à l'aérer parce qu'au début, il est un petit peu timide. Et quand on l'aère un peu, il commence à s'exprimer. Il y a tous ces arômes qui viennent. Je vois Romain, là, je ne sais pas si tu en penses. Tu es sur le duo de Darche, là, Romain Rousseau. Tout à fait. Tu connaissais cette cuvée ou... Non, je suis. J'étais en phase avec ce que vous disiez. Ouais. Totalement. Mais c'est marrant du coup de voir les différents mélanges. C'est intéressant. Je pensais pas qu'on mélangeait amphore, barrique. Ça se fait pas forcément beaucoup, mais ça amène de la complexité en fait. Ça amène dans l'assemblage une super complexité. C'est hyper intéressant parce que dans chaque contenant, le vin évolue différemment, il s'exprime différemment, et après quand on les met ensemble, après on a le meilleur des trois mondes, quoi, quelque part. Mais on les assemble en même temps parce que du coup, ça va pas le process de maturation, de vinification n'est pas du tout le même, quoi. On les assemble à la fin, avant la mise en bouteille. Ouais. Alors, l'œnologue bordelais qui veut la solution de facilité, il fait des pré-assemblages et il élève comme ça. Quand on veut vraiment travailler en précision, on sépare ses lots et on essaye de se projeter chaque lot de raisin de vin qu'on a. Comment est-ce que je peux l'élever pour le sublimer? Et donc, on essaye de jouer comme ça. Et après, Jean-Baptiste, au bout d'un moment, il me dit quand même, il faut mettre les vins en bouteille. J'y vais. On goûte tout ce qu'on a au moment. Et en fonction de ce qu'on a, on essaye de déterminer quel est l'assemblage qui nous apporte le plus d'équilibre pour avoir des vins avec de la personnalité, pour qu'on ait chaque cuvée bien définie, sachant que la plupart des cuvées sont des cuvées parcellaires. Donc, on a un seul lot, on n'a pas trop le choix, on ne fait pas d'assemblage. C'est pas grave.
Et là, il n'y a pas la rafle comme pour le blanc dans les amphores, c'est pur Non. raisin. Ouais, non, c'est des vins, on les a élevés dans les amphores, on les a pas vinifiés dans les amphores, hein, les rouges. Mais surtout, la petite remarque que je voulais vous faire sur les rouges, je sais pas si vous avez goûté ça, mais on goûte bien sur l'entrami et sur le duo, le côté acidulé à nouveau, salin et l'éclat du fruit, quoi. Et ça vous donne une longueur en bouche, un côté frais, agréable, un côté reviens-y aussi, hein, le côté salin. Ça donne soif, en fait. Je dis salin, les gens parlent souvent de minéralité. En vrai, je ne suis pas sûr que la minéralité soit un terme qui se prête bien au vin. Mais salin, oui, ça correspond bien, quoi. Salin dans le sens où ça fait saliver, il y a ces arômes salins et le fait que ça excite un petit peu les papilles, ça donne envie d'en reboire, quoi. C'est ça, ça donne de la complexité, ça donne de la longueur en bouche. En fait, c'est la salinité combinée à l'acidulé, ça donne une grande longueur en bouche et ça donne un côté aérien au vin. Hyper intéressant. Peut-être on va avancer parce que je vois que l'heure avance aussi. Mais je pense que c'était une bonne idée que tu as eue de commencer par le Diode d'Arche parce qu'il a justement cette fraîcheur qui est dans la continuité de l'entrami. Alors que sur le grand vin, on va arriver sur quelque chose d'un petit peu plus, sans que ce soit très massif, d'un petit peu plus posé, etc. Comment il est fait ce grand vin du coup? Alors le grand vin, on a fait donc comme pour le blanc, comme pour le grand vin blanc, on a sélectionné parmi nos meilleures cuves de rouge une partie de ces cuves qu'on a mis en barrique. Une fois de plus, des barriques très bien sélectionnées, très bien choisies, des barriques de gros volume, donc des barriques de 500 litres. Et donc, on a fait des élevages, un élevage d'1 an en barrique, mais vraiment avec toujours cette volonté de faire un élevage en barrique pour assouplir le vin, parce que c'était un vin avec pas mal de matière, donc il fallait lui donner un peu de souplesse, et juste lui apporter de la complexité aromatique sans masquer le fruit par le bois. Donc le vin reste devant, et on a un peu de complexité de bois derrière. On le sent dans la souplesse en bouche. C'est vrai que ça amène ce côté un petit peu patiné, un petit peu rond, sans amener, on n'a pas du tout, enfin, on sent pas le boisé au sens de la planche, voilà, aromatique, mais ça amène cette rondeur. Vous la sentez là, ceux qui ont la chance de déguster? Là, Sébastien, là, les Trois Mousquetaires, là, vous avez le grand vin avec vous? Ouais, très, très bien le grand vin, délicieux. L'encépagement, ça donne quoi en fait là-dessus? Un peu plus de Merlot. On sera 55 Merlot et 45% Cabernet Sauvignon. Oui. C'est vraiment bien. Hein. Au bout de 2 ans, ils sont déjà vraiment complètement buvables. Hein. Je pense que c'est vraiment le travers de Bordeaux qui est de chercher une autocritique. Parce que si je présente ça à des critiques, comment ils vont comparer ça à des vins qui ont été super extraits, super puissants? En fait, tu ne peux pas, ils sont perturbés. En fait, le paramètre Bordeaux, le paramètre de jugement des rouges, c'est la puissance. Et du coup, sur une échelle de puissance, comment tu fais? Si tu pars dans une autre direction, ben, ton vin il va être mal noté. Donc Bordeaux s'interdit de faire ça. Alors que moi, je constate que les gens, du coup, mon grand vin, ils le boivent, ils ne le laissent pas en cave. Ouais. Le rouge et le blanc, ils sont venus vous voir ou pas? Non, pas encore. Ouais. Pas encore. Tu veux qu'ils viennent? Bon, ils vont finir par vous. Mais ouais, donc je sais pas, par rapport à la proportion de Merlot, c'est vrai qu'à Casbonne, c'est les Merlots qui nous donnent les vins avec le plus de potentiel de garde. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des Merlots, quoi. On a un très beau terroir à Merlot sur Darche, on a un terroir assez exceptionnel. Ouais, voilà. Et les Cabernet Sauvignon vont nous apporter dans cet assemblage-là de la fraîcheur, du fruit, tout ce côté mentholé, sous-bois, réglisse un petit peu. Tout ça, c'est le Cabernet Sauvignon qui nous l'apporte. Et là, le Merlot nous apporte de la souplesse, de la structure, ce côté généreux. C'est ça. Hein. Et dans ceux qui ont la chance de déguster, là, je crois que Loïs, je ne sais pas si vous avez reçu tous les vins. Qu'est-ce que vous avez pensé là, entre les différents rouges par rapport à ce qu'on a dit? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Je ne sais pas. Ah, il est peut-être parti. Il y en a quelques-uns qui sont partis.
Mais c'est vrai que c'est intéressant de goûter les trois rouges. Et je pense que tu as bien fait, Nicolas, de les prendre dans cet ordre-là. Parce Ouais. qu'effectivement, il y a une continuité. Et on avait prévu de le faire, pas dans cet ordre-là, on avait prévu de mettre le grand vin après le entre amis. Et je pense que c'est bien d'avoir fait dans ce style-là parce qu'il y a une continuité en termes de fraîcheur entre le grand vin entre l'entre amis et le galet, alors que le grand vin, on est sur quelque chose d'un petit peu plus. Peut-être que le duo d'Arche, il tombait un peu vite. Alors, moi, le duo d'Arche, ce soir, je trouve qu'il goûte pas incroyable par rapport à d'habitude, alors que d'habitude, c'est ma cuvée rouge préférée. Donc après, voilà, il faut rester ouvert par rapport aux vins qu'on fait. Ce sont des vins vivants. Voilà, faut se dire que des soirs, des jours, on va avoir certaines cuvées qui goûtent au-dessus et d'autres jours, d'autres cuvées qui goûtent au-dessus. Ça dépend des fois. Alors, vivant parce qu'on ne fait rien sur le vin, c'est-à-dire on ne le filtre pas, on ne le colle pas, on le laisse dans l'élevage et puis on le soutire et hop, on met en bouteille, quoi. Donc on lui a… Après, par rapport au calendrier en biodynamie, aujourd'hui, si je regarde et que je ne me trompe pas, on est sur un jour feuille avec un nœud lunaire. Ouais. Donc en termes de dégustation, ça peut avoir son impact, quoi. Ouais, alors moi qui suis pourtant quand même vraiment à fond dans la biodynamie, sur le jour de dégustation pour déguster, je ne suis pas toujours convaincu. Et notamment, je trouve que les jours feuilles sont plutôt pas mal pour déguster. Mais voilà, c'est plutôt le calendrier, il est plutôt important pour travailler la vigne et pour travailler le vin. Pour déguster, honnêtement, si on fait des vins qui se dégustent qu'un jour sur 4, c'est pas possible. C'est dommage. C'est dommage. Le mode d'emploi va être compliqué à expliquer aux clients. Bah oui. Voilà. En tout cas, c'est amusant, quoi. Bon, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur les différentes cuvées, sur les différentes méthodes, sur le projet. N'hésitez pas à prendre la parole, parce qu'on va peut-être bientôt libérer un peu tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on rende l'antenne. Moi, je veux bien juste ajouter. Peut-être que Nicolas, tu as des choses à ajouter, peut-être Ouais, je veux bien juste faire une remarque sur les cépages oubliés parce que ça a vraiment été extraordinaire pour moi de vinifier ces cépages. Hein. Je suis quand même bordelais, œnologue depuis 15 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Incroyable, notamment le Saint-Macaire, le Castet et le Mansin. On a vraiment des résultats intéressants. Juste pour vous donner une idée, j'ai réalisé des assemblages pour des dégustations là, pour les primeurs. Et en mettant 2% de notre cuvée de cépages anciens, de cépages oubliés dans cet assemblage-là, on modifiait complètement le profil aromatique. 2%. 2%. 2%. C'est que des cépages de rouge, les cépages anciens en question? Alors, ce qu'on a vinifié cette année, oui. Et donc, c'est juste pour vous dire que ça a vraiment un intérêt. Alors, je ne sais pas, au niveau de la structure, ça n'ajoutait pas grand-chose au niveau de l'assemblage. Donc, c'est pour ça qu'il ne fallait pas qu'on monte trop haut en termes de pourcentage. Mais par contre, en complexité aromatique, c'est extraordinaire. En fait, moi, je dis que c'est une palette de peintres. Autrefois, ils avaient 50 blocs d'aquarelle sur leur palette. Et tout d'un coup, Bordeaux s'est dit on va se contenter de 6 pour peindre, quoi. Je veux dire, alors il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais il y avait… Et puis, tu n'as pas cité un cépage qui est le Bouchalès. Le Bouchalès, c'est un cépage qui était très répandu à Bordeaux. Il avait plusieurs noms. Il s'appelait le Grappu dans les Graves. Il s'appelait le Prolongeau dans le Blayais. C'est un cépage très important autrefois. C'est parce que c'était un cépage assez productif. Et c'est un cépage qui donnait 7-8 degrés d'alcool, qui était un peu le cépage pour les ouvriers, quoi. Et ce cépage, quand on le vinifie aujourd'hui, donc avec le réchauffement climatique, il est encore mais super acidulé, quoi. Il est presque citronné, quoi, tellement il est vif. Et ça, typiquement ce cépage, en soi, on n'en fera jamais un grand vin, mais mettre 5% de cette note d'acidité dans nos vins par le réchauffement climatique où la fraîcheur devient manquante, ça peut être génial, quoi. Donc en fait, c'est cette palette-là de ce qu'apportent ces cépages et leurs dimensions qu'il va falloir qu'on joue avec pour être capable d'inventer des cuvées qui vont surprendre les gens dans une norme actuelle.
C'est ça. En tout cas, pour l'instant, on voit que c'est expérimental, mais à une échelle, on va dire, quand même de réelle, hein, de l'entreprise industrielle. Mais ça laisse présager plein de bonnes surprises en termes de dégustation. Donc, on est content de pouvoir accompagner ce projet qui est à la fois hyper moderne et à contre-courant de ce qui se fait dans l'establishment bordelais et qui en même temps va chercher dans l'histoire et le patrimoine des cépages, quoi, hein. Donc, c'est vraiment une démarche très originale. On est content de l'accompagner avec Winefunding et avec tous les Winefunders, hein, qui ont déjà participé et ceux qui vont bientôt participer. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez merci beaucoup Nicolas et JB pour toutes les explications, c'est super intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer par email info@winefunding.com. On transmettra à JB et Nicolas. N'hésitez pas et n'hésitez pas surtout à soutenir ce beau projet qui est vraiment, comme vous l'avez compris, un peu atypique, à contre-courant de l'establishment bordelais. Donc, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous d'être venus si nombreux. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont dû partir parce qu'ils avaient certaines obligations, mais c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Et on vous attend pour d'autres moments de dégustation. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains événements. Merci beaucoup. Merci. Super. Au revoir. À bientôt à tous. Au revoir.